Alors, je voulais présenter très rapidement... vous n'êtes pas mis dans l'ordre, ça commence. Non, je plaisante. Donc, tout au bout, vous avez Geneviève Petitpierre. Geneviève Petitpierre du département de pédagogie spécialité de l'Université de Fribourg. On racontera un peu plus de vous au fil de vos interventions. Hein, sentez-vous libre de contextualiser pourquoi vous êtes là et d'où vous parlez. À côté, on a Muriel Mauguin de l'INS HEA et qui est aussi membre du comité éthique et scientifique de la FIRA. Tout à fait, j'ai hésité un instant, je crois que c'était conseil d'administration, mais non, c'est comité éthique et scientifique. Et puis, à côté, Élodie Gabriel, qui est psychologue clinicienne, Julie Desrosiers, qui est ergothérapeute aussi, chercheuse, professeure à la Haute École de Lausanne, Marie Lys, qui est avec Oyana Hilardoy, formatrice, qui sont toutes les deux formatrices sur le projet Mes Amours, un projet de recherche dont on n'aura pas le temps de rentrer dans les détails là tout de suite, qui est passionnant, mais dont le résultat de recherche, c'est une formation, et elles témoigneront de ça, de cette expérience. Et voilà, mais en tout cas, Mes Amours, vous pourrez retrouver des informations et sur la recherche même et les résultats en ligne, et aussi évidemment dans le podcast, qui est vraiment très très complet, ce podcast, on y trouve beaucoup de choses. Alors, je vais vous laisser un peu presque en autonomie. Vous allez échanger sur vos pratiques. On va commencer peut-être avec Geneviève pour lancer la discussion. Je pense que Geneviève, tu vas pouvoir témoigner en écho à ce qui a été dit, notamment sur l'accompagnement. Quand Pauline Claude nous parlait d'Incluvis, un des enjeux d'Incluvis, par exemple, pour faire évoluer cet outil, c'est l'accompagnement. C'est accompagner, voir comment on fait, parce qu'il y a des professionnels qui se questionnaient, ou qui voulaient des améliorations, etc. Donc, l'enjeu de l'accompagnement dans le transfert de connaissances, et suite à des projets de recherche appliquée dont on a produit des résultats, mais d'aller bien au-delà, je crois que c'est quelque chose qui toi aussi te parle et que tu as vécu, donc tu peux témoigner peut-être de l'importance de l'accompagnement. Merci Blandine. Je pense qu'effectivement, on vit quelques petites révolutions. J'ai l'impression depuis une bonne quinzaine d'années, à plusieurs endroits, à la fois en France, en Suisse, au Québec, avec ces profondes transformations quand même de la recherche. Et je pense que quand on parle accompagnement, ça se situe vraiment aux différentes étapes qui forment les conditions nécessaires à un transfert de connaissances. La première chose, on en a parlé ce matin, c'est vraiment déjà cette recherche participative. On part souvent d'une idée qui est une idée de terrain, une suggestion du terrain, une envie du terrain, un besoin du terrain. Et on n'est plus dans une situation où c'est le chercheur qui, tout à coup, a sa propre envie et va chercher. Donc ça, c'est déjà une forme, disons, d'implication qui va être extrêmement décisive pour le transfert de connaissances. Parce que cette connaissance qui va être produite, construite ensemble, elle va être aussi forcément plus facilement, l'appropriation va se faire de façon beaucoup plus immédiate. Donc là, on est dans quelque chose qui est déjà, je dirais, une petite révolution. Après, il y a la question des résultats. On a vu ce matin aussi les résultats. Ils étaient confinés dans des lieux inaccessibles, dans des revues scientifiques qui n'étaient pas connues de la plupart des gens. Les chercheurs se parlaient entre eux et finalement, quand on demandait aux chercheurs « vous avez trouvé quoi ?», eh bien en fait, ils disaient « lisez mon article » et finalement, voilà, ça se résumait là. Donc la restitution, elle se fait aussi, l'accompagnement, il se fait aussi à ce niveau-là, c'est-à-dire les résultats sont, diffusés, ils sont communiqués sous un format qui est accessibles, mais parfois ils sont aussi communiqués par les participants eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension-là, ce n'est pas uniquement aux chercheurs de communiquer, c'est l'équipe de recherche mixte qui va communiquer avec chacun un peu sa touche particulière. Et puis ce qui est aussi, alors du point de vue du chercheur, ce qui est difficile, c'est que en fait, les résultats viennent d'abord. La méthode vient en deuxième temps, ou peut-être des fois on l'esquisse juste en filigrane. C'est pas le format classique.
Et puis après, il y a les produits de la recherche. C'est ce qui va au-delà des résultats. C'est en fait, après les résultats, qu'est-ce qu'on laisse comme livrable, qu'est-ce qu'on laisse comme produit. Et là aussi, cet accompagnement, il se fait, c'est-à-dire dans le sens où l'équipe va travailler à construire du matériel utile. Et finalement, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a cette dimension humaine. Ce matériel doit être des fois accompagné. On entendait tout à l'heure Aurélie et Julie qui disaient qu'il faut des formations, enfin on propose des formations. Parfois, on peut créer des beaux outils, des recommandations, et la formation, là, est nécessaire parfois pour pouvoir faire vivre ce matériel dans les milieux. Parce qu'on a beau l'expliquer, il a beau être accessible, ça ne va pas toujours de soi, en fait, de se saisir d'un outil. Et je pense que, voilà, par exemple, la recherche mise d'amour, la formation, le fait d'accompagner ce matériel directement vers les terrains. Là, je vais vous laisser vous exprimer sur cette question. Oui, bah sûrement. Il y en a sur c'est vrai que vous êtes, toi et Marie, des vectrices de ces résultats. C'est grâce à vous que les gens vont pouvoir s'approprier ces résultats de recherche. Et puis, Geneviève disait à l'instant, c'est vrai que souvent, la façon dont on communique, il y a sa petite touche perso. Bah, vous, il y a votre touche à vous. Sans celle-là, ça passerait moins bien. Vous voulez nous dire un mot de comment vous avez vécu cette expérience de formation ? Alors, en fait, je trouve ça très, très intéressant parce que j'entendais des retards des fois entre la mise en application de 17 ans, alors que pour nous, ça a été immédiat. Évidemment, le programme, en tout cas, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était de créer du matériel accessible. Et l'idée, c'était aussi que ce soit les personnes concernées qui parlent les premières et qui le créent elles-mêmes. Ça, je pense que ça a été extrêmement pertinent sur le terrain et qu'effectivement, on a pu le mettre en place tout de suite. Après l'accompagnement, je pense effectivement, il y a ce que vous dites, et puis il y a eu dans l'autre sens pour nous, parce que le temps de la science, c'est pas le temps du terrain, que faire participer des personnes avec trisomie à une expérience de recherche, c'était compliqué. Que je crois que Yves Jeanne et Jennifer Fournier, qui étaient à l'issue de à l'initiative de ce travail de recherche, ils n'avaient pas tout de suite compris ça. Je fais un petit témoignage. C'est une expérience qui a eu lieu sur 5 week-ends à Lyon. On arrivait de toute la France. La première fois qu'on est arrivés tous à l'aéroport, ils avaient imaginé, comme l'idée c'était aussi de créer des binômes avec une équité, l'idée c'était de vivre tous ensemble. Donc on allait au resto, on prenait le train, etc. Et puis d'être sans arrêt, d'être comme ça dans cette unité de vie et de réflexion permanente. Mais ils n'avaient pas du tout anticipé la fatigabilité des personnes avec trisomie. On est arrivé à l'aéroport, ils nous ont fait prendre le métro, puis après ils nous ont fait marcher en ville. Et on est arrivé au resto le premier soir, il y a 3 personnes qui ont fait un malaise. On s'est retrouvés avec les pompiers sur place. Et là, je crois qu'il y a eu un gros moment de doute de se dire comment on va y arriver. Et il a fallu adapter en fait, tout le temps de recherche aux personnes et faire comme elles le mieux pour elles, donc avec des moments de pause. Tu t'en rappelles, Marie, comment ça se passait à Lyon ? On se reposait ? À l'hôtel. À l'hôtel. Ouais. On faisait des siestes ? Aussi. Voilà. C'était de la super recherche. Resto, hôtel, sieste. Mais c'était très intéressant. Et chanter aussi. Et chanter aussi ? Ah oui, parce oui, qu'il y a... oui. C'est la vie. Voilà, avec des moments hyper conviviaux. Pour créer cette équité, en fait. Donc, moi, c'est ce que je raconte un peu. D'ailleurs, c'est le seul morceau que Blandine a gardé dans le podcast. C'est ce que je raconte dans le podcast, qu'on chante dans la voiture, qu'on rigole et que... C'est trop cool. Et que c'est trop cool. Et que l'idée, c'était vraiment... Et toi, c'est aussi. Oui, on bosse un peu, des fois. Ouais. Aussi, oui. On bosse un peu, des fois. Et l'idée, c'était vraiment de créer entre nous cette équité et que ces personnes, elles se sentent légitimes. Et voilà, je reviendrai peut-être après sur ce que ça a bougé pour moi comme professionnelle, parce que je pense que ça a bougé pas mal de choses dans ma tête, cette collaboration et cette équité avec Marie.
Ouais, on reviendra, Marie, enfin, quand tu voudras nous dire un mot, mais parce que c'est vrai que tu parles de légitimité, Oyana, et je pense que le fait, pour des personnes concernées, mais aussi pour des personnes de milieu ordinaire, de participer, d'être vraiment acteur, une fois la recherche terminée, ça vous a vraiment légitimé et renforcé dans votre, je sais pas, dans quoi d'ailleurs, c'est pas à moi de répondre, peut-être à toi et à Marie, si tu veux nous dire, est-ce que ça t'a amené la recherche, en quoi ça t'a renforcé dans... Voilà, moi, à chaque fois que je lui pose une question, il faut savoir, elle ne parle pas. Mais je sais qu'avec Oyana, ça marche mieux. Bon, on va... Pour moi, c'est... Attends, laisse réfléchir. La question, c'est qu'est-ce que ça t'a amené dans ta vie à toi, dans ta vie personnelle? J'ai habité copain. Et ensemble, hein, à centre-ville. Donc la recherche, c'est bien pour pécho, pour ceux qui n'ont pas suivi. Oui. Être confiance en nous, mais sauf il y en a qui ne comprennent pas. Alors que moi, ça marche. Ce qu'elle dit, Marie, c'est que moi, je suis nulle. Et que quand... C'est pour rigoler. Et que quand moi, je parle aux personnes sur des séances de mes amours, en fait, moi, je suis pas... C'est ce que je raconte un peu dans le podcast. Moi, je suis pas vraiment crue. C'est-à-dire que oui, sur la théorie... donc, quand je dis, par exemple, sur l'accessibilité au droit, c'est exactement ce que je dis dans le podcast, mais c'est pas grave. Moi, je peux affirmer, tant que je veux, que les droits sont les mêmes pour ces personnes-là. Et ben, je pense que, voilà, théoriquement, c'est bien. Oyana, elle a dit ça, mais pratiquement, elle y connaît rien. Et Marie, quand elle réaffirme ces droits-là, ça, je pense que, par exemple, ça se passe très bien. La dernière fois qu'on a fait une session Mes Amours, par exemple, il y avait une jeune femme qui était très en doute sur le fait que c'était possible d'avoir une vie autonome dans un appart avec une autre personne en situation de handicap. Et qu'est-ce que tu as dit, Marie? Est-ce que toi, tu vis avec une personne en situation de handicap? Oui. Tu as dit que c'était possible? Oui, c'est possible, oui. Et est-ce qu'elle t'a cru? Oui. Voilà. Je pense que la légitimité, elle vient de là, de pouvoir affirmer quelque chose. En tout cas, Marie, elle est légitime dans ce qu'elle dit. Elle est légitime par le travail de recherche, mais aussi par son savoir expérientiel. Et je crois que la recherche n'a fait qu'appuyer, en fait, la possibilité de dire ce qu'elle savait déjà, de son expérience. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas précisé, pardon, parce qu'on aurait pu, pour ceux qui ne connaissent pas le projet Mes Amours, bon, c'est un peu tard, mais vous comprendrez mieux, mais vous irez écouter le podcast. Mais c'est vrai que le résultat de Mes Amours, c'était une formation autour de la vie sexuelle des personnes avec trisomie. Et cette exposition, enfin c'était une exposition qui est présentée du coup par ce duo de formatrices. Et du coup, leur rôle est extrêmement important. Et sans ces formatrices, ben en fait, le message, il passe pas tout seul. Et du coup, c'est d'autant plus important que dans ce binôme, il y a une personne concernée. Et c'est ce que disait Marie, et c'est ce dont tu témoignes dans le podcast, que ça marche vraiment beaucoup mieux quand c'est elle qui explique voilà, aux personnes venues regarder l'exposition ce qui se passe. Et cette question... Ah, vas-y, je t'en prie, si Marie a envie de... Moi, j'ai une copine à moi. Un peu jaloux, ça. Moi, ça, il ne plaît pas. J'ai une copine, c'est Coralie, à moi. Elle n'est pas trop sympa. Elle cache un truc, moi, ça, il ne plaît pas. Voilà, alors, ça a renforcé beaucoup Marie, mais c'est bien parce que dans ce que tu nous dis, c'est la preuve que effectivement les autres personnes se rendent compte aussi de l'intérêt et de la force que ça t'a donné à toi, et elles aimeraient bien du coup elles aussi sûrement être formatrices. Donc voilà, avis aux financeurs, parce qu'en fait du coup on va pas peut-être s'étaler là-dessus aujourd'hui, mais il y a la question du budget pour payer les... Si c'est d'accord, oui. Si c'est d'accord, oui. Tu es d'accord? Ah, voilà. Bon, il y en a au moins une, ouf. Alors moi j'aimerais rebondir peut-être avec Élodie sur ce que viennent de dire Oyana et Marie. On le voit, ça a quand même changé beaucoup de choses dans leur vie, le fait de participer à ce projet de recherche et ensuite de pouvoir le porter au fil des mois et de continuer la formation autour de ça. Et je crois que pour Élodie Gabriel, ça a été aussi une expérience un peu révolutionnaire de finalement pratiquer le transfert de connaissances, de pratiquer la recherche participative d'abord.
Oui, alors c'est vrai que je suis là, moi, en tant que psychologue clinicienne, parce que j'ai participé en tant que professionnelle de terrain à la recherche EPIL qui a été cofinancée par la FIRA. Et effectivement, j'ai pu bénéficier de l'accompagnement de toute une équipe de recherche qui a été à la fois respectueuse de nos connaissances en tant que professionnels de terrain et bienveillante à nous écouter, à modifier aussi certains aspects de la méthodologie en fonction de nos retours. Et c'était nécessaire, je pense, tout cet accompagnement pour qu'on se sente, nous, légitimes. Alors je dis nous parce qu'on était 16 psychologues sur toute la France, donc je parle un peu en leur nom, même si je vais vous parler vraiment de mon vécu à moi. Mais effectivement, au départ, on s'est dit, mais nous, qu'est-ce qu'on fait là? On ne sait pas faire de la recherche. Et c'est vraiment par ces réunions, alors il y en avait 2 par an, hein, des réunions où on était toutes réunies, où il y avait aussi effectivement ces temps conviviaux, où il y avait un petit buffet froid le midi, on pouvait échanger les unes avec les autres, et beaucoup de temps qui était laissé dans l'organisation des réunions à des temps libres, à des temps de remontée du terrain, à des temps d'échange entre nous, de réflexion. Il a fallu, nous, qu'on s'approprie un peu cette démarche de recherche, qu'on la comprenne. Et pour ça, il fallait bien que les chercheurs qui nous demandaient de faire une partie du recueil de données descendent de leur tour d'ivoire, comme c'était dit tout à l'heure, et se mettent à notre niveau. Alors, notre niveau, elles ne nous ont pas fait sentir que notre niveau était inférieur au leur. Et ça, c'est vraiment, je pense que c'était primordial pour qu'on participe toutes, qu'on tienne jusqu'au bout, parce que c'était une recherche sur 3 ans. Donc il faut aussi ne pas s'essouffler. Et puis finalement, que pour ma part, ça me donne envie de devenir chercheuse moi-même. Donc là, aujourd'hui, je suis doctorante, mais c'est vraiment au départ, en tant que professionnelle de terrain ayant participé à la recherche, que je suis ici. Il y a eu un effet boule de neige. Il y a souvent ça, hein, c'est revenu souvent dans les témoignages, les interviews. Cet effet finalement multiplicateur par rapport à l'effet de base. Et surtout le fait aussi, et peut-être Muriel pourra nous en dire un mot, mais du fait que ça touche tout le monde. Alors, elle n'a pas de micro, Muriel, il faudra lui en prêter un. Voilà. Le fait que ça touche tout le monde et que ça concerne tout le monde à différents niveaux. Alors toi, tu n'es pas là en tant que chercheuse, tu pourras revenir sur effectivement ta position, mais voilà, pour toi aussi, c'est extrêmement important de pouvoir participer à ce transfert de connaissances en faisant la promotion, en facilitant en tout cas l'accès à ça ou à la formation pour faire du transfert de connaissances. Oui, pour en faire même un projet d'établissement pratiquement. Alors, moi, par rapport à ce partage d'expérience, peut-être expliquer d'abord que c'est vrai que j'étais reconditionnée par la FIRA dans ma façon de voir aussi la recherche, parce que je viens de loin, moi pas du Québec, mais du droit. Je suis maître de conférence en droit, d'abord du droit constitutionnel. J'ai été recrutée à l'ENSHEA pour donner des cours de droit administratif. Je ne sais pas si vous visualisez les cours de droit administratif à des stagiaires directeurs de SECPA. Comment j'ai dû aussi me rapprocher, justement, rendre accessible et faire du... Bon, il y a déjà du transfert de connaissances, on le disait tout à l'heure, dans l'enseignement. Mais la façon aussi, la FIRA est progressivement chaque année, comment les grilles de lecture aussi, avec tous les critères, permettent de voir les projets autrement sur les questions évidemment de recherche participative, mais aussi toute cette question des supports d'application. Et je peux vous dire que dans les échanges entre les différents membres, souvent on a qui tient le chronomètre parce qu'on discute autant de la rigueur évidemment scientifique des projets que de leur utilité sociale et en mettant tout ça en balance. Donc au bout d'un moment, et chaque année, les grilles d'évaluation sont de plus en plus précises. On nous demande vraiment un travail très très pointu sur chaque projet. Et comment ça nous fait voir évidemment. Maintenant, pour moi, c'est une évidence comment concevoir un projet de recherche où il n'y a pas de transfert de compétences, de connaissances et de compétences pour aller jusqu'au terrain. Bon, il faut dire que je suis dans un établissement universitaire particulier, puisque, je vais donner qui va bientôt s'appeler l'Institut national supérieur de formation et de recherche sur l'éducation inclusive. C'est un nom plus simple. Donc particulier parce que déjà, on a 3 pôles d'activité. Recherche, formation et ressources, et que les 3, justement, doivent interagir et s'enrichir mutuellement. Donc nous, dans notre ADN, on a déjà cette question de la création de ressources à partir de la recherche. Autre spécificité, on a 90% des gens conformes qui sont en formation continue, des professionnels de terrain. Et s'ils viennent là, même s'ils ont envie de prendre un peu de hauteur, très vite, on m'a dit, voilà, on a besoin de choses très concrètes aussi.
Et en matière d'éducation inclusive, évidemment, qu'il faut absolument aussi avoir des recherches qui montrent les apports des pratiques inclusives et que ce ne soit pas juste un discours politique ou en termes de droit. Donc tout ça, c'est des conditions réunies pour rendre encore plus évidente la nécessité du transfert de connaissances. Et pourtant, ce n'est pas si simple. Parce que voilà, on peut dire que toutes les conditions sont réunies, on a 15% de personnel en situation de handicap, 15% d'étudiants, donc vraiment un contexte favorable. Et en même temps, c'est pas si simple justement les interactions entre les trois pôles, parce que justement on en a parlé, il faut la question de trouver le temps aussi, trouver le temps pour que les collègues se rencontrent, trouver les financements et puis transmettre la culture justement de l'accessibilité. Et donc moi finalement par rapport à cette rencontre d'aujourd'hui, Pauline disait qu'il faut du vécu. Bon, moi ce sera plus aussi du à vivre comme nouvelle directrice sur essayer de créer des conditions favorables justement au développement du transfert de connaissances. Donc à tous les niveaux, je pense, ça fera peut-être le lien avec ce que diront après Bernadette et Eric, mais il y a la question de la valorisation justement dans les carrières des enseignants-chercheurs. C'est évidemment quand il y a peu de temps pour les carrières, toute cette question des articles scientifiques, donc il y a des outils quand même, des réformes qui peuvent servir de levier. Là, la réforme justement du nouveau régime indemnitaire des personnels, le RIPEC, il y a une prime en fait, où évidemment il y a les dimensions investissement pédagogique, activité scientifique, mais maintenant chaque établissement peut aussi ajouter des critères. Donc moi il me semblerait intéressant que les établissements justement aillent aussi sur les innovations pédagogiques et sur ces créations de supports. Donc ça peut être un levier pour que les enseignants-chercheurs, voilà, ils se disent ça va être valorisé, donc on va pouvoir le faire et on ne va pas être pénalisé. Il y a aussi la question des temps. Il n'y a pas que les enseignants-chercheurs qui font de la recherche. Il y a les formateurs qui sont dans les établissements d'enseignement supérieur, qui ont 384 heures de cours. Et comment, eux, peuvent, avec toutes ces heures de cours aussi, et pourtant ils sont très près du terrain, ils ont envie de s'engager. Donc il y a aussi, dans les établissements, de reconnaître dans les référentiels d'équivalence horaire ce temps-là, de leur permettre des temps sur le terrain, des temps d'information, d'observation, des temps d'échange, qui vont permettre des interactions entre les professionnels de terrain et les formateurs et les étudiants. Et puis, il y a aussi, justement, dans les maquettes de formation, de dire il faut diffuser. Oui, c'est un peu du militantisme, mais avoir des temps sur la recherche participative, des temps de formation sur la création de supports. Là, un autre levier, ça peut être aussi la nouvelle formation des enseignants-chercheurs. Ça n'existait pas avant, de dire dans la formation des maîtres de conférences, proposer aussi des supports sur le transfert de connaissances. Donc vraiment chercher à tous les niveaux quel levier on peut trouver. Ouais, non, j'allais dire, tu vas pas nous lire les 3 pages. Non, pas du tout, mais c'était sur les opportunités, je dis saisir toutes les opportunités. Par exemple, là, un autre exemple, on vient de créer un comité de sciences ouvertes, puisque c'est totalement en lien quand même avec le sujet, sciences ouvertes, et c'est dire quand on va créer le cahier des charges, penser l'accessibilité et justement diffuser aussi des recherches dans des supports accessibles, et aussi penser l'accessibilité, on en a parlé ce matin, mais c'est vrai que là je vais radoter un petit peu, mais avec de la LSF, avec de l'audio-description, donc pensez vraiment à tous les publics. Ouais. Alors c'est vrai que dans tout ce que tu viens de dire, il y a beaucoup d'enjeux, de leviers, de contraintes, on appelle ça comme on veut, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses encore à faire évoluer, et pour des structures comme la tienne, et effectivement dans d'autres cadres. J'aimerais peut-être me tourner vers Julie, parce que il y a des contraintes, voilà, pour faire du transfert de connaissances, mais voilà, ça peut être aussi, bien au-delà d'une contrainte, un atout. C'est ça aussi qu'il faut faire peut-être passer comme message, c'est-à-dire que malgré toute cette complexité, ou en tout cas cette masse de choses à faire bouger encore, le transfert de connaissances, avant toute chose, ça va être un atout, j'allais dire un atout. Non, c'est bien ça. Ouais, je vais. Vas-y. Je nous écoute parler depuis tantôt. On est tous des convaincus. Puis
on n'a pas besoin d'aller chercher d'autres arguments. On sait que ce qu'on a entendu, c'est assez... ce qui se fait au Québec présentement, c'est inspirant. On se dit, c'est bien parce qu'on voit quand même qu'il y a une différence entre ce qui se fait présentement ici en Europe puis qu'est-ce que ça pourrait être. On a envie de... Bien sûr qu'on a envie de faire plus de recherche participative. On a envie d'intégrer les gens du terrain. Ce qui fait la différence entre nous qui sommes absolument convaincus, et on l'entend bien dans cet excellent podcast. Oui, je les ai briefés. C'est qu'on est passé par là. On est passé par là. C'est sûr qu'il y avait des embûches. On les a traversées. On a vécu peut-être les conséquences négatives des fois d'avoir à se battre au travers de ça. Mais ce qui fait qu'on s'est déplacé aujourd'hui, puis qu'on a envie d'en parler, puis qu'on a envie d'en faire encore, c'est qu'on est contaminé. Une fois qu'on a fait des recherches participatives, une fois qu'on a travaillé autant avec les partenaires de terrain, puis avec les personnes concernées par une situation, ça y est, on est vendu. Je pense que c'est juste ça qu'il faut continuer à faire, c'est continuer à contaminer, à porter le virus de la recherche participative parce que là, je vois des têtes se hocher puis dire « ouais, c'est vrai ». C'est qu'une fois qu'on y est, on ne retournera plus jamais en arrière. On ne retournera plus. Moi, je ne ferai plus jamais de recherche sans dire d'abord poser la question de recherche avec les partenaires de terrain parce que sinon, on fait fausse route. On peut être totalement convaincu de notre grande intelligence quand on est chercheur, puis on dit, tiens, je vais faire quelque chose de vraiment beau. Ça finit dans un petit dossier sur une tablette. Mais quand on l'a vraiment vécu, ça y est, c'est ça. On ne lâchera pas cette direction-là. Alors on essaiera juste de trouver une autre formulation qu'il va falloir propager le virus, parce qu'en ce moment, ça... c'est pas très winner. Ça passe moyen, mais je pense que ça, c'est vrai que ça revient dans toutes les discussions qu'on a eues. Le fait que ça s'arrête jamais, qu'une fois qu'on a commencé, qu'on a fait cette expérience du transfert de connaissances, et je me tourne vers Oyana et Marie, c'est vrai que pour vous aussi, quand on en a discuté, il y avait cette envie de continuer, en fait, que ça ne s'arrête pas parce que ça amène continuellement quelque chose de nouveau. Et moi, je continue. Mais si, il marche très bien. Oh. On t'entend. Oh. Moi, j'ai connu mes amours avec Oyana, la plus belle. Si, il marche très bien, on t'entend. Pourquoi tu veux continuer? Tu préfères le mien? T'es sûr? Oui. Oh. Moi, je continue pour mes amours. Moi, je comprends à tous ces champs, esprits, trisomiques, handicap. Avec Oyana aussi. Moi, je me sens mieux pour moi. Être confiance à toute l'équipe. Mais pas respecter les autres. Surtout être confiance à toute l'équipe. Oui, moi quand je l'entends, quand on fait des sessions Mes Amours, donc c'est vrai, tu as raison, si on ne dit pas qu'on est sur l'accessibilité à la sexualité, mon propos paraît un peu bizarre. Mais effectivement, quand on est sur des sessions Mes Amours et qu'on voit ce que ça produit, l'échange et puis la coélaboration, en fait, parce que ces personnes, elles ont déjà plein de savoir, et puis finalement, la présence de Marie, en tout cas... Oui, voilà, sa présence et puis tous ses outils, etc. Et quand on, concrètement... Respecter que les autres. Pas comment, pas taper, pas insulter, rien. Alors, je pense que c'est très, très important ce que dit Marie, parce qu'effectivement, nous, on voulait faire
L'idée, c'était quand même de faire une idée positive de la sexualité des personnes en situation de handicap. Et puis, il y avait toute cette question derrière de toutes ces personnes qui sont victimes quand même de violences. Quand Marielle dit aujourd'hui, ce qui est très important, c'est pas de violence, pas de gros mots, etc. Je pense que ça, c'est ce que tu racontes. Pas de violence. Et pas de violence. Et est-ce que tu peux le dire aussi à tes copines, par exemple, dans la vie? J'ai une copine. Et un peu jalouse. Et tu lui en as parlé de ça? Tu lui en parles? Un peu, elle ne comprend pas. Elle comprend pas? Non. Ah. Mais tu vas continuer? Oui, encore et encore et encore, toujours. Et enfin, moi, je trouve ça absolument génial. Et puis envie de continuer, c'est aussi, on est dans le champ du social avec cette idée de monter en compétences des personnes. Ça veut dire comprendre les parcours et être un peu au fait de ce qu'on peut choisir dans la vie, etc. Mais cette montée en compétences-là, elle était absolument incroyable. Pour dire la vérité, il y avait pas mal de professionnels. Enfin, on était autant de personnes concernées que de professionnels, mais pendant la recherche, très vite, on s'apercevait que les professionnels avaient leur mot à dire et que très vite, en fait, leur idée venait un peu s'imposer et que les personnes derrière, elles disaient oui, oui. Et puis, il a fallu, effectivement, j'entendais le changement de méthodologie. Je pense que là, il a fallu que les chercheurs réajustent les choses pour se dire à un moment donné, évidemment, si on donne la parole à tout le monde, une personne avec trisomie 21, ça réfléchit moins vite, ça parle moins vite. Donc, tout le monde parlait avant eux. Attends, je finis. Après, je te jure, je te le passe. Et tout le monde parlait en fait avant les personnes. Et en fait, ce que ça donnait, c'était des convictions. Mais moi, la première, moi, j'étais convaincue en parlant de sexualité personnes handicapées que, par exemple, les parents n'avaient rien à voir là-dedans. Et je suis arrivée avec mes trucs d'éducatrice spécialisée en disant ils sont majeurs et adultes. Pourquoi on parle de leur famille? Et en fait, les personnes, elles amenaient que pour elles, c'était important que leur famille soit d'accord, que leur famille approuve, leurs relations affectives, etc. Et en fait, on s'est tous dit, mince, comme nous, quoi. Finalement, moi, mes parents, s'ils aiment mon compagnon, je préfère que s'ils peuvent pas l'encaisser. Non, on est tous d'accord. Et donc, du coup, cette montée en compétence et le fait de pouvoir, là, parler à ce moment-là par une adaptation de la recherche aux personnes qu'elles avaient en face, ça a été... Alors, ça a été plus long que ce qu'ils avaient prévu. Je pense qu'eux, ils avaient prévu d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a été. Ils avaient prévu de nous former en tant qu'animatrice, ce qui n'a pas été possible, en fait. En vrai. Oriana, si tu voulais. Oui, j'ai fini. Et du coup, ça a été un peu plus long. À toi. Ok. Moi, j'ai habité copain. Moi, la vie, c'est être en couple, être à l'appartement en couple, être... préparer les courses, préparer le repas, et peut-être ça, t'es sorti, tout ça. Moi, je me sens mieux pour moi. Moi, j'aime ça. Moi, je reste tout le temps avec Oriana pour mes amours. Et pour la recherche aussi, pareil. Mais je pense que ça a sûrement donné envie à Julie, Élodie, Muriel ou Geneviève de nous parler de leurs petits copains. On va voir. Ou pas. Geneviève, je retourne vers toi, mais voilà, ce qu'on entend dans ce que disent Oyana et Marie, c'est voilà, comment ça change la vie, comment ça entraîne, comment ça bouge tout le temps. Je crois que toi aussi, quand on en a discuté, t'expliquais qu'en plus, ce qui te rendait finalement assez positif, c'est aussi comment tu as vu les choses évoluer, comment tu as vu ce gouffre qu'il y avait encore il n'y a pas si longtemps, et qu'il y a encore un peu, mais entre le monde de la recherche et les acteurs de terrain. Et aujourd'hui, ça va mieux, et c'est vrai que tu as cet effet, là aussi, accélérateur. C'est-à-dire que tu disais, il y a eu des premières fois, mais voilà, une fois qu'on a passé ces premières fois, ça va toujours plus loin, ça monte toujours d'un cran. Alors, je pense qu'effectivement, on doit rester flexible avec les projets qu'on a ensemble. C'est-à-dire pas penser que ce qu'on a prévu va nécessairement se dérouler selon le plan prévu. Rester ouvert aussi aux suggestions, rester à l'écoute. Et puis aussi, je pense, solliciter les retours. Ça, je pense activement les retours. Parce que il y a aussi, laisser cette place, créer cette place pour justement... les feedbacks à tout moment de la recherche. Ça veut dire, est-ce que le calendrier vous convient? Est-ce que les lieux vous conviennent? Est-ce que si on fait comme ça, vous pensez que ça fonctionnera? Et vraiment, pas
être uniquement en fait dans l'attente de retour spontané. Parce que parfois, les gens n'osent pas. Parfois, ils se disent qu'ils ne sont pas nécessairement toujours en mesure de pouvoir juger de la pertinence, etc. Donc, si on va vraiment, disons, créer les conditions d'une discussion autour de ce qui va, de la manière dont on va envisager ensemble la recherche, je pense que là, on crée vraiment une recherche qui est portée, où chacun se sent légitime d'y mettre son grain de sel. J'aimais bien parce qu'on a fait un film sur les coulisses de la recherche, et puis il y a une intervenante de terrain qui disait je suis contente en fait d'avoir pu participer parce que j'ai pu mettre mon petit grain de sable. Et j'ai trouvé très joli parce qu'effectivement, on dit souvent l'expression le petit grain de sel. Mais en fait, le petit grain de sable, c'est aussi ce qui permet de faire dévier un petit peu le projet de ce qui avait été initialement pensé. Et oui, c'est important finalement, les petits grains de sable, parce que ça permet un peu de réfléchir à ce qu'on possède être des évidences, qui ne sont pas nécessairement des évidences. Justement, la durée d'un entretien, la manière dont les questions on va poser les questions. Est-ce que vraiment on va faire des questions finalement? Parce que voilà, disons, l'expérience a montré que peut-être mieux vaut parler librement et demander à la personne de raconter son histoire plutôt que de l'interroger ou de l'interviewer, parce que ça crée une situation d'asymétrie. Enfin, et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va aussi développer de la connaissance sur la méthode. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement sur on fait une recherche, mais on développe une connaissance sur certaines méthodes qui vont être plus adaptées, justement, dont l'implication finalement de ces travaux, disons, collaboratifs. Et ça, je crois que c'est vraiment intéressant d'aller dans ce sens-là. Alors, on va aller dans le sens de Geneviève. Justement, moi, je n'ai pas envie de vous interroger, de vous interviewer. J'ai envie que vous nous racontiez des histoires. Alors, qui veut enchaîner en nous... Voilà, Élodie, Gabriel. Oui, moi je voulais réagir au dernier propos là, sur la question de la symétrie et puis de la légitimité. Parce que du coup, quand j'ai participé à la recherche EPIL, moi j'étais là, la psychologue du centre de soins, à demander à des parents s'ils acceptaient que leur enfant participe à une recherche. Et tout à coup, c'est vrai que le rapport s'est inversé. Jusque-là, c'était eux qui venaient me demander de l'aide. Et puis voilà, dans un centre de soins où tout est pris en charge, où ils pouvaient se sentir redevables vis-à-vis de moi, alors que moi j'étais payée par l'hôpital. Mais en tout cas, c'est vrai que ça crée une certaine asymétrie, la relation de soins. Et le fait que je me retrouve face à eux en tant associés à une recherche et que je leur demande quelque chose, je leur demande leur consentement, ils sont libres de le refuser. Et à partir de là, les moments où on se voyait pour la recherche, c'était des moments un petit peu différents, un petit peu à part, et dans lesquels eux pouvaient m'apporter quelque chose. C'était moi qui étais en demande. Et je crois que la légitimité, elle passait aussi par là. Et ce changement dans la relation qui était asymétrique dans l'autre sens, du coup, ça a été très intéressant, je pense, moi, dans ma relation avec ces patients, qui étaient là plus mes patients, en tout cas, ils l'étaient encore, mais pendant une parenthèse, ils étaient les personnes qui m'apportaient des données que moi, j'allais ensuite transmettre à l'université. Muriel ou Julie, peut-être pour enchaîner l'une ou l'autre sur, pareil, là encore un retour d'expérience, quelque chose qui vous a marqué peut-être dans ce petit chemin de transfert de connaissances. Julie, toi, je sais qu'il y en a des histoires qui sont... J'ai un vieux chemin, puis je rebaignais un petit peu quand on écoutait les deux Québécoises tantôt. D'où est-ce que je viens? J'ai fait ma recherche, mes premières recherches il y a 10 ans au Québec, et j'ai enseigné à l'Université de Montréal à ce moment-là. Puis moi, depuis tantôt, on parle, puis c'est les conditions de la recherche. Comment les conditions vont venir soutenir qu'on aille dans cette direction-là ou pas. Ce que je trouve, c'est que moi, dans mon parcours, en tout cas, je l'ai fait à la condition que ce soit bénévole et invisible. Et puis, c'est ça qui est en train de changer, et puis qu'il faut continuer à
à changer aussi, parce que bénévole, ben, c'est fou le nombre d'heures qu'on fait pour, si on y croit, d'aller travailler avec le terrain, ben, on le fait le soir, on le fait après les heures. Il faut que tout le monde y croit un petit peu, puis c'est pas soutenu par les fonds de recherche. Là, actuellement, là, ben, les fonds de recherche, quand tu veux les obtenir, les gros fonds sérieux, là, ben, il faut que tu montres que tu as un parcours impeccable comme chercheur. Et ce parcours-là impeccable, c'est, je vais faire sauter tout le monde, mais ce parcours-là impeccable, c'est celui où est-ce que le chercheur, il reste clean, il n'est pas allé se salir sur le terrain. C'est terrible, mais c'est vraiment ça. Puis c'est ce que moi, j'ai vécu quand j'étais à l'Université de Montréal. Heureusement, les choses changent. Mais je peux vous raconter une brève anecdote. Moi, je viens du terrain. J'ai travaillé 10 ans comme clinicienne avant de devenir prof à l'université, faire de la recherche, tout ça. Et à un moment donné, il y avait un étudiant qui venait de terminer son master, qui se questionnait, voir s'il se lançait du côté du doctorat, tout ça. Puis il voulait rencontrer des profs, puis il leur posait la question, je fais quoi? Donnez-moi des conseils pour que je fasse bien les choses. Et il y avait une prof qui avait le parcours parfait, puis il y avait moi qui était là, puis on l'écoutait parler. Et l'autre prof a dit, écoute, je vais te donner le meilleur conseil, fais pas comme Julie. Parce que j'étais allée en clinique, j'avais comme sur un CV de chercheur, c'est pas bien. Alors, ben c'est ça qu'il faut qu'il change, de dire que le clinicien qui se met à faire de la recherche, c'est ça qui est bien, le double chapeau. Le patient qui se met à faire de la recherche, c'est ça qui est bien. Le chercheur qui se met à dire « Ah ouais, peut-être que moi aussi, je suis patient des fois. » Ouais. Ben c'est ça, c'est cette fluidité-là. Il faut être transfert de connaissances. Je pense qu'il faut faire trans, là, un petit peu. Là. Il faut s'hybrider, accepter de s'hybrider, puis porter un double chapeau. Voilà. Eh bien, merci pour ce témoignage.